Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle masterclass co-organisée, cette fois-ci, comme vous avez pu le voir, par Datalogy et Open Datasoft. Je suis donc Florence Axel, CEO de Datalogy, l'agence qui accélère l'adoption des enjeux data et IA. Parce que mettre en place des outils, c'est cool, on est bien d'accord, hein, mais faire en sorte qu'ils soient utilisés, compris et intégrés au quotidien des collaborateurs, c'est souvent une autre histoire. Et c'est là que ce sujet de la démocratisation de la donnée entre en jeu, un mot qu'on entend de plus en plus. Je ne sais pas si vous aussi, voilà, vous le voyez passer. Un mot qui semble simple, mais qui est tout sauf évident à rendre concret. Et c'est justement ce mot démocratisation qu'on avait choisi parce qu'il va nous réunir aujourd'hui. Il est en fait le dénominateur commun, parce qu'on a pas mal réfléchi pour trouver ce titre de cette masterclass aujourd'hui. C'est vraiment le dénominateur commun entre Open Data Soft, que vous connaissez sans doute pour la plupart, qui outille, qui structure l'accès à la donnée dans une logique de marketplace intuitive, et puis Datalogy, qui travaille à la faire vivre et adopter dans la culture des entreprises. Hein. Vraiment dénominateur commun entre nos deux univers. Et donc, j'ai proposé à deux invités engagés et très complémentaires, vous allez le voir, de venir creuser ce sujet avec nous. Bonjour Jean-Marc Lazare, CEO, cofondateur d'Open Datasoft. Bonjour Florence. Et bonjour Philippe Vincent, Chief Data Officer de Coface. Bonjour Florence, bonjour à tous. Bon, et bien super, on est parti pendant 1 heure. On vous propose de parler de pourquoi on complique autant ce qui pourrait être simple. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire simplifier une stratégie data? Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut faire pour que la donnée devienne un réflexe et plus seulement une ressource pour les experts? Je suis sûre que c'est une thématique qui vous intéresse beaucoup. N'hésitez pas à éteindre votre micro pour ceux qui nous suivent. Alors, si vous avez la moindre question, comme dit le chat, vous n'hésitez pas et on démarre tout de suite avec Jean-Marc. Alors, Jean-Marc, je te mets sur le grill pour démarrer tout de suite. Dans nos échanges, comme ça, moi, le lundi matin à 9h04 sur le grill. Tâche. Quand on a préparé cette masterclass, tu m'as partagé une analogie que j'ai trouvée particulièrement parlante. Tu m'as dit, tu as comparé cet usage de la donnée à celui de l'e-commerce, où tout est fait pour faciliter, pour guider, pour fluidifier l'action des utilisateurs, cette fameuse expérience utilisateur dont on parle. Est-ce que tu peux nous expliquer cette analogie et nous dire pour toi ce que ça signifie vraiment aujourd'hui, démocratiser la donnée? Oui, je vais essayer de démarrer par ça. Donc déjà, alors sans remonter au début de ma carrière, mais à l'origine de la création d'Open Datasoft, moi, tout au long de ma vie professionnelle, j'ai eu des expériences où ma mission principale, c'était de simplifier, hein, de simplifier l'accès à l'information et à la donnée qui la compose aujourd'hui. Donc, en tout cas, pour nous, et avec mes associés cofondateurs d'Open Datasoft, c'est le sens qu'on donne à l'ADN, voilà, à l'entreprise. Et finalement, pour moi, le lien est assez évident avec ce qu'on peut vivre, ou en tout cas ce qu'essaient de faire les e-commerçants, ce qu'ils essaient de nous faire vivre, à savoir faire tomber tous les freins vis-à-vis de l'utilisateur final. Hein. Donc, alors, dans le e-commerce, c'est l'acheteur, on va dire, et dans la data, c'est le réutilisateur, c'est celui qui va consommer cette donnée dans son quotidien, professionnel ou personnel. Et donc, pour ça, finalement, on s'intéresse naturellement à d'où vient la donnée, mais on part de l'autre bout de la chaîne. Hein. On travaille beaucoup sur le design, sur le parcours utilisateur et donc sur la clarté. Alors, on va retrouver la même terminologie. Hein, si certains ici présents sont habitués aux terminologies du e-commerce ou du marketing en ligne, on va parler de call to action, de réduction du nombre de clics, jusqu'à l'usage efficace, on va dire, de la donnée. Donc, l'ambition, c'est exactement la même chose. Donc dans le e-commerce où finalement les produits ce sont souvent des biens physiques, et là la donnée, on parle d'ailleurs de produits de données de plus en plus, hein, de data product en bon français, c'est l'objectif, et d'où l'analogie, c'est de faire tomber tous les obstacles entre le moment où je peux avoir besoin de ce produit de données et la façon dont je vais le consommer. Et finalement, là, c'est l'aspect, je dirais, très concret et presque technique de la chose. Mais de la même manière que dans le e-commerce, il y a une question de confiance. Hein. Aujourd'hui, on est tous confrontés. Est-ce que je suis sur le bon site? Est-ce que j'ai le droit de faire ce que je suis en train de faire? C'est un petit peu pareil avec la donnée. C'est comment est-ce qu'on donne confiance à l'utilisateur
dans ce qu'il va trouver. Alors déjà, lui donner confiance qu'il est au bon endroit pour trouver ce dont il a besoin, bien entendu, donc ça revient au premier point, mais aussi avoir confiance dans le fait qu'il va utiliser de la donnée de bonne qualité, etc. Mais on reviendra là-dessus après, je pense. Et donc, pour terminer sur cet aspect-là, c'est le but, c'est vraiment de simplifier l'expérience. Oui. Et alors, c'est vrai que des fois, on entend, Après, si on Coface, simplifie donc on va l'expérience, on va simplifier, voilà. on va trop simplifier la donnée, donc elle va perdre de sa substance. En fait, non, on simplifie vraiment l'accès à son usage. Et c'est ça qui va rendre possible, d'où le lien avec la démocratisation, au plus grand nombre, de pouvoir trouver la donnée dont il a besoin au moment où il en a besoin. Donc, c'est vraiment, pour terminer, nous structurer cette ouverture, travailler certes sur l'outillage, mais pas que, sur l'éditorialisation, faire comprendre, sur la gouvernance décentralisée, enfin tout un tas de choses qu'on va, je pense, aborder au fil de cette masterclass. Absolument, mais c'était une petite intro qui était intéressante. Je trouvais une première analogie à garder en tête qui peut être un petit fil conducteur assez intéressant. Alors, je propose de passer à Philippe. Avant de te questionner également sur ce sujet de la démocratisation de la donnée, est-ce que tu peux juste nous raconter en intro comment se structure la data chez Coface, puisque tu es Chief Data Officer là-bas? Absolument. Donc, peut-être 2 mots sur Coface. Je ne sais pas si tout le monde, connaît Coface. Donc c'est un assureur, crédit, donc qui couvre des transactions, commerciales un peu partout dans le monde. On est présent dans 70 pays, environ. On est une société de 6 000 collaborateurs, donc une taille, relativement modeste, mais avec voilà, une exposition géographique qui est intéressante parce que ça amène une spécificité dans la gestion de la donnée qui est intéressante. En termes de structuration, donc moi je suis responsable du Data Office qui prend en charge, alors qui est positionné côté IT. Je sais que parfois les Data Office sont rattachés plutôt côté stratégie ou direction générale. Nous, on est rattaché côté IT, ce qui nous donne voilà, un périmètre qui est un peu différent, puisqu'on gère tout ce qui est données depuis la gouvernance, donc tout ce qui est data quality, tout ce qui est data dictionary, tout ce qui est data stratégie. Mais on embarque aussi les sujets de reporting avec les dataware, la data platform. Donc on gère la donnée de bout en bout, des couches Bêtement. techniques les plus basses jusqu'à tout ce qui est stratégie et gouvernance qui sont plus du management. Très bien. Et vous êtes combien à la data chez Coface? On est une trentaine de personnes au sein du Data Office. D'accord, très bien. Alors, toi aussi, en préparant cet échange, tu me disais que cette question de la démocratisation, c'est pas une posture, c'est vraiment une vraie nécessité. Pourquoi est-ce que ce sujet s'est imposé comme un axe stratégique chez Coface? Et comment est-ce que cette dynamique a changé les attentes des métiers vis-à-vis de la donnée? Parce qu'il y a souvent un impact, évidemment, entre la posture et la perception des métiers. Alors, je pense, alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est une transformation des métiers qui vient de la transformation des compétences des personnes qui travaillent pour les métiers. C'est-à-dire que si on se place il y a 10, 15, 20 ans, l'habitude, c'était d'imprimer un rapport, de le poser sur un bureau et le manager lisait ses chiffres sur du papier. On est très loin de ça maintenant. Maintenant, les collaborateurs ont acquis des compétences pour traiter la donnée par eux-mêmes. Donc ça a apparu dans les outils de data visualisation qui intègrent maintenant des capacités, je pense à Power BI, qui intègre des capacités de transformation de la donnée. Maintenant, alors les plus jeunes d'entre nous apprennent à coder à l'école, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on a des compétences et donc on a une attente des métiers de pouvoir travailler la donnée par eux-mêmes à partir des compétences qu'ils ont. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qu'on subit et qui déplace un peu les lignes vis-à-vis de l'IT. Donc tout naturellement, on se retrouve à des expressions de besoins qui sont un peu différentes. Donc ça, ça nous incite à nous transformer et aller vers de la démocratisation de la donnée, parce qu'au lieu de fournir des reportings qui sont tout pré-câblés et on a juste à lire, on va plus fournir des interfaces de données qui vont amener des contraintes qui sont différentes par rapport à avant. On n'a plus un produit fini, on a des interfaces de données
On s'oriente plus vers des interfaces de données avec une problématique qui est de bien la documenter. On retrouve ce que produit Open Data Soft, c'est-à-dire que il faut la documenter, il faut la rendre accessible facilement et de façon à ce que tous ces nouveaux usages puissent utiliser la donnée de façon sécurisée et bien maîtrisée. En tout cas, une évolution de l'attente et de l'envie des métiers, des utilisateurs métiers. Absolument. Eh ben, super intéressant. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est... alors, moi, je suis toujours mes histoires de sémantique. Vous savez, moi, ma grande passion, c'est les mots et comment est-ce qu'on présente les choses, justement, pour réussir à susciter l'adhésion. Et je trouve qu'il y a vraiment une tension entre ces deux mots, utilisateur de la donnée, contributeur de la donnée. Comment est-ce qu'on va... quel mot on va choisir? Est-ce qu'on attend d'un collaborateur qui produise et qui consomme de la donnée? Là, je parle des mots qu'on met derrière, produire, consommer. Ou bien est-ce qu'on attend de lui qu'il soit utilisateur, consommateur, ou est-ce qu'on attend de lui qu'il soit contributeur, qui transforme, qui enrichisse un asset avec une approche un peu plus collective? Forcément, vous imaginez bien que je penche plutôt pour la deuxième option. Je dis ça parce que je pense que le choix des mots que vous allez aussi chacun utiliser quand vous allez présenter ou parler de tous ces outils et de cette démarche peut être assez structurant et vous positionner aussi d'une certaine manière par rapport au métier. Donc, parler de consommation des données, peut-être que ce n'est pas forcément le mot le plus pertinent. Parler d'accompagnement, d'ailleurs, quand on dit que le Data Office accompagne les métiers, ça donne pas du tout cette posture d'autonomie et qui est aussi l'attente que vous avez souvent de la part des métiers, qu'ils s'approprient et qu'ils se réapproprient les outils que vous allez mettre à disposition. Donc, voilà, c'est mon petit point vigilance sémantique sur les éléments de langage que vous allez choisir et qui vont forcément avoir un impact sur votre posture. Alors, je vous propose qu'on passe à la deuxième série de questions pour vous deux. Jean-Marc, toi, dans ton retour d'expérience, tu observes que dans beaucoup d'organisations, on a encore ce réflexe de complexifier la donnée. Pourquoi, selon toi, c'est aussi ancré? Et à l'inverse, qu'est-ce que ça veut dire de vraiment simplifier une stratégie data? Est-ce que ça risque pas de l'appauvrir? Alors oui, vaste question, surtout qu'il y a un héritage important en termes de systèmes d'information. Bon, déjà, il y a des cycles dans le numérique, dans l'informatique, et il y a donc, comme je disais, forcément un héritage extrêmement important en matière de systèmes d'information qui se sont construits au fil du temps, qui se sont sédimentés. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à entendre toujours de belles histoires avec toutes les dernières technologies qui viennent de sortir, mais enfin, je pense que là, dans la conférence et un peu partout, tout le monde sait bien qu'un système d'information, c'est extrêmement varié, disparate, avec des technologies anciennes qui sont là encore pour un moment, et puis des choses plus modernes. Donc tout ça, ça crée quand même un niveau de complexité qu'il faut gérer au quotidien et qui, avec des choses qui ont, et c'est assez logique, à l'époque, n'ont pas été pensées pour un usage transversal. C'était avant tout, sans faire l'histoire de l'informatique, mais quand même pour outiller des process métiers et finalement une spécialisation des uns et des autres dans le process, mais absolument pas pensé et conçu technologiquement, et c'était même peut-être pas possible il y a 20 ans pour ça, pour que la donnée, ce patrimoine qui se crée naturellement sans même qu'on s'en rende compte, puisse être exploité de manière extrêmement transverse. Donc voilà, donc on a cette logique de silo, enfin cette logique, en tout cas cet état de fait de silo, alors qui est technique mais qui est aussi organisationnel, parce que les choses se sont construites en général de concert ensemble. Donc, la donnée, d'une certaine manière, soit c'est quelque chose de très complexe et caché dans les mains d'un très petit nombre, c'est toujours un peu le cas, soit c'était vu comme un produit un peu dérivé du fonctionnement IT et pas du tout comme un asset, comme un actif de l'organisation que l'on peut valoriser et dont on peut se servir comme un levier en soi pour le business, pour le bon fonctionnement de son activité. Et donc, c'était comme ce produit dérivé, c'était quelque chose pour documenter finalement les processus et pas du tout, à part quelques exceptions, pour éclairer les mécanismes de décision de l'entreprise. Après, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais les technologies, elles ont évolué extrêmement vite, plus vite évidemment que la capacité à l'organisation d'évoluer elle-même, à se transformer. Donc, c'est les technologies, l'usage en mobilité de toute information. Je veux dire, le fait d'avoir à peu près tout à disponible en self-service, ça crée quand même des habitudes et des attentes extrêmement nouvelles. Bon, je ne vais pas parler des capacités de traitement en masse des données également, mais c'est pas parce on peut le traiter en masse qu'elles sont suffisamment bien préparées pour le faire. Mais ça reste quand même souvent utilisé dans des logiques de grands projets, alors avec des bénéfices au long cours, bien entendu, mais souvent des projets un peu longs et coûteux.
peu itératif, qui contribue à la transformation, mais dont les métiers, pour reprendre cette expression un peu générique, tirent parfois peu de bénéfices à court terme, alors qu'on leur demande beaucoup de contributions souvent dans le changement de leurs habitudes, notamment de création de données, puisque tu en parlais. Et souvent assez loin des projets eux-mêmes dans comment finalement on va mieux se servir de cette donnée à la fin. Donc, je reviens à ce que j'essaie de mettre en avant en introduction. Hein, la logique de simplification, c'est évidemment pas d'appauvrir, parce que derrière la complexité que j'évoque, il y a toute une sophistication et de la valeur inhérente, mais le but, c'est pas évidemment de supprimer ça, mais encore une fois, de simplifier l'accès et donc de raccourcir, un peu comme on dit, je refile donc l'analogie du e-commerce, hein, on parle souvent de time to market pour un produit, c'est le time to data. C'est comment, en tant qu'utilisateur, dans mon quotidien, à différents moments de la journée, d'ailleurs dans différents contextes, je vais avoir un accès extrêmement simple et bien contextualisé, sans couture, pour reprendre encore aussi cette expression du e-commerce et des expériences grand public, à la donnée. Donc on simplifie l'accès, pas le fond, extrêmement évidemment attaché, comme toi, Florence, à tout ce qui est sémantique, alors documentation, mais au sens documentation de la data, pas du process métier, parce qu'évidemment, il faut désambiguiser tout ce que l'on peut faire, et un gros enjeu à éditorialiser. Alors comme ça a été dit par Philippe, hein, il y a des outils aujourd'hui de visualisation qui existent qui permettent d'éditorialiser, et c'est essentiel. Et il faut que ces produits de données, qui ont été d'ailleurs fabriqués par certains, puissent remonter à la surface très simplement grâce au marketplace de données qui vont faire remonter aussi bien de la donnée brute que de la donnée déjà packagée et prête à l'emploi dans un environnement de confiance. Donc, j'en reviens toujours à ça, hein, l'interface, même si ce n'est pas qu'un outil de visualisation dont on parle, mais l'interface et l'expérience qu'on va proposer à travers elle est extrêmement importante en termes d'adoption. Et autant que j'ai envie de dire, c'est pas l'un ou l'autre, hein, mais autant que la donnée elle-même, parce que finalement une bonne plateforme que l'on met dans les mains de tous ses collaborateurs, hein, comme un intranet finalement ou un extranet de données, c'est une expérience complète qui doit permettre d'aller jusqu'au bout de ce qu'on cherche à faire, du choix de la donnée à sa compréhension et jusqu'à son usage. Et évidemment, voilà, c'est pas du tout pour le mot tarte à la crème, mais c'est une réalité aujourd'hui. Hein, l'intelligence artificielle et tout ce qu'elle apporte aujourd'hui, notamment dans les approches conversationnelles, ça abaisse encore plus finalement les barrières techniques qu'il peut y avoir dans le lien direct entre un utilisateur final et l'accès à l'information issue de données brutes. C'est hyper intéressant de tiraillement entre complexité, simplification, richesse, accessibilité. Enfin, il y a vraiment un tiraillement entre les deux qui est assez intéressant. Alors, repassons à toi, Philippe. Alors, toi, tu as vécu concrètement cette transformation chez Coface. Est-ce que tu peux nous partager un ou deux exemples très concrets de simplification qu'on peut imaginer et nous dire quels ont été justement les leviers ou les pièges à éviter? Alors, c'est pas très axé. Je crois qu'il y a un micro ouvert. Ouais. Sur alors nous on est assez avancé dans cette réflexion sur simplifier l'accès et démocratiser l'accès. Et c'est vrai qu'on a expérimenté un premier enjeu qui est de masquer la complexité technique. C'est-à-dire que il y a le poids de l'histoire. C'est-à-dire, un SI, ça se fait pas en quelques mois. On est plutôt sur des périodes très longues, des années, des historiques, des technologies qui sont plus ou moins abouties, qu'on traîne depuis longtemps. Mais ça, on ne peut pas l'ouvrir à tout le monde parce qu'il y a une complexité, ça demande des compétences assez pointues, une certaine maîtrise. Donc, il faut créer cette interface. Donc, ça, c'est notre socle de départ. Et au-dessus de ce socle de départ, on a commencé à créer des notions de simplification d'accès avec des vues, avec des outils de dématérialisation, des outils comme Denodo. Donc, on crée des interfaces. On crée des interfaces via aussi des outils existants de DataVis. Parce que, in fine, un outil de DataVis, c'est aussi une interface d'accès aux données. On a vu des utilisateurs qui contournaient l'utilisation d'outils de reporting pour exporter de la donnée. C'est-à-dire, in fine, ils ne consultaient pas la donnée via l'outil DataVis, mais ils s'en servaient pour exporter, pour la retraiter. Donc, on a ce premier enjeu de rajouter une couche qui va donner un accès simple à des données qui ont un sens pour le métier. Donc, on va sortir de notre gros magma de données avec des structures complexes vers des interfaces qui sont simples à utiliser, simples à comprendre.
le simple à comprendre amène l'idée juste après. C'est simple à comprendre, ça veut dire qu'on a une bonne maîtrise de la définition. Ça veut dire qu'on a un glossaire qui est Documenté. reconnu de tous, documenté, compréhensible de tous. Là, on touche la problématique de l'expert qui, dans sa description, va faire quelque chose qui peut être complexe et qui n'est pas accessible de tout le monde. D'où la possibilité de créer des malentendus et une mauvaise utilisation de la donnée. Donc ça, c'est un piège qui est important parce que si on consomme une donnée qu'on ne comprend pas, on va communiquer et on va passer un faux message. Donc il y a bien cette association de simplification des interfaces, avoir quelque chose de compréhensible et une bonne description des données de façon à ce que, in fine, l'utilisateur puisse utiliser à bon escient ces données. Donc, in fine, on part de quelque chose de complexe et on arrive à fournir des interfaces qui sont ciblées par rapport à des usages et avec une description la plus claire possible, ce qui permet de démocratiser la donnée et d'arriver à répondre aux besoins, aux nouveaux besoins. Alors, on a parlé d'IA tout à l'heure. L'IA va être, quand on pense aux agents, des gros consommateurs de données, et avec des outils qui permettent aux utilisateurs de créer des choses avec de l'IA, et donc de consommer beaucoup de données. Et là, c'est un cas d'usage qui va être intéressant pour nous. C'est intéressant, hein, tu as toujours ce mix, comme tu dis, sémantique, avoir un vocabulaire partagé. C'est un mix à chaque fois entre littéraire et technique, entre mathématiques et français. Enfin, voilà, il y a vraiment, on a besoin des deux pour réussir à avoir une donnée qui soit utilisée, qui soit appropriée. Petit rebond par rapport à ça, et c'est amusant parce que c'est aussi un autre point commun qu'on a avec Jean-Marc, c'est qu'on s'est retrouvés chez pas mal de clients communs. Tous les deux à travailler ensemble de manière complémentaire. Je pense à Bordeaux Métropole, à la CNSA, chez qui on était la semaine dernière pour le lancement de leur plateforme Open Data. Et justement, sur ces plateformes data, on a été amenés, nous, à prendre en charge la partie éditoriale. Et ça montre aussi combien c'est important ce travail d'ingénierie éditoriale parce que ça fait partie des leviers d'accessibilité à la donnée. Il n'y a pas juste la partie technique, il n'y a pas que, en tout cas, évidemment, c'est structurant, mais c'est vrai qu'avoir des titres de dashboard complètement compréhensibles de tous, rien que ça, déjà des fois, c'est assez important. Choisir des mots qui vont donner envie de cliquer. Il y a une approche communication, il y a une approche marketing aussi. Bien choisir, tu parlais tout à l'heure, Jean-Marc, de call to action. On retrouve aussi ce côté e-commerce. Choisir les bons mots qui vont donner envie de cliquer et de prendre et de s'approprier l'accès à la donnée. C'est vrai que c'est important. Raconter la donnée comme une ressource qui soit utile à un métier et pas comme un objet brut. Choisir les bons mots pour le faire, c'est vrai que ça fait aussi partie de l'accessibilité. Top. Je vous propose qu'on passe maintenant à justement un petit focus sur la partie Data Marketplace. Jean-Marc, chez Open Data Soft, vous poussez cette logique de Data Marketplace qui soit un espace de circulation, un espace de partage, mais aussi une expérience utilisateur autour de la donnée qui soit importante. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette approche est structurante pour favoriser l'adoption et en quoi elle est différente par exemple, d'un data lake classique? C'est quoi la différence avec une marketplace? Alors, le terme marketplace, hein, vous l'avez compris depuis le début de mon propos, c'est vraiment cette expérience de type marketplace qu'on connaît dans le e-commerce classique. Mais c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'une marketplace, pour ceux on peut être acheteur de la marketplace, mais on peut être vendeur, hein, tout un chacun. Vous et moi, demain, on peut se mettre à vendre des choses sur une marketplace bien connue du marché. Et donc, il y a aussi bien des outils qui vont concerner l'envers du décor, hein, fait quelque part la logistique du dernier kilomètre et c'est ce lien entre producteurs et réutilisateurs qu'on va faciliter autour de cette notion de marketplace qui donc c'est pas un dépôt technique, hein, c'est pas un endroit où on vient stocker en masse, comme ça a été bien dit, mais comme vous le savez, les données, elles sont créées dans le système d'information, elles sont stockées en masse. En général, quand on est sur la donnée vraiment brute, transactionnelle, là où elles doivent l'être dans des grandes bases de données dédiées à ça.
mais ensuite, c'est bien la capacité à donner une vue. Alors, ça va de donner une vue jusqu'à donner un accès physique quand c'est nécessaire à cette donnée, que la marketplace va s'avérer utile. Hein. Elle est vraiment pensée pour l'usage, évidemment, mais préalablement, il faut avoir été capable d'aller chercher, filtrer, préparer, mettre en forme la donnée de la bonne manière autour d'un design qui fait que ce produit est attractif, hein, on va mettre quelque part avec le vocabulaire commun qui aurait été défini en tête de gondole pour que voilà, on donne aussi envie à l'utilisateur de trouver cette donnée et de la réutiliser, voire de bénéficier de ce que d'autres dans son organisation, entreprise ou administration a pu faire de bien avec. Hein. Donc on est vraiment sur cette approche presque plateforme collaborative autour de la donnée, mais où chacun va pouvoir certes s'entraider, mais aussi sans intermédiaire et extrêmement naturellement trouver ce dont il a besoin. Donc ça veut dire que la face cachée, mais extrêmement actionnable hein, par ceux qui ont la responsabilité des données ou de leurs propres données dans une approche très distribuée, c'est d'avoir tous les outils intégrés qui permettent de bien préparer sa donnée, de bien la documenter. Alors en étant aidé, et là aussi l'IA y aide, hein, il y a beaucoup d'assistants, on va dire, qui vont aider quelque part le producteur ou le responsable de la donnée à venir bien la documenter, parce qu'on ne s'improvise pas spécialiste de documentation de données du jour au lendemain, alors que finalement on connaît bien sa data, mais on ne sait pas comment bien la décrire et la préparer pour maximiser son niveau de réutilisation. Donc évidemment, toute la plateforme doit intégrer ces mécanismes-là de description, donc encore une fois, plus ou moins automatique en fonction de ce qui a été déjà préparé en amont. Et puis, je dirais pas dernier point, mais point essentiel, quand la donnée commence à être utilisée, beaucoup ou pas assez parfois, hein, par rapport à ce qu'on souhaite, c'est toute la partie suivi des usages. Dans une stratégie data, mais c'est vrai dans n'importe quelle stratégie IT, c'est extrêmement important de savoir finalement est-ce qu'il y a un niveau d'adoption, qui utilise, pourquoi, des fois de manière inappropriée, alors pas au sens illégal, mais au sens, tiens, tous les vendredis, Surprenant. voilà, surprenant, telle personne. Et d'ailleurs, on a des échanges très intéressants avec les équipes sécurité de nos clients qui disent, en fait, c'est plutôt que de mettre effectivement des verrous ou des cadenas partout qui sont des freins à l'utilisation et à l'adoption, évidemment, dans un cadre, malgré tout, d'autorisation bien maîtrisé, c'est plutôt de laisser les gens qui auront le droit de faire un petit peu ce qu'ils veulent avec la donnée, encore une fois, sur laquelle ils ont des droits hein, d'usage, et d'observer et ensuite d'améliorer la façon dont on leur met à disposition. C'est beaucoup plus intéressant de voir finalement que, tiens, une équipe télécharge tous les vendredis l'intégralité du référentiel produit de l'entreprise et d'aller les voir et leur dire pourquoi est-ce que vous faites ça? On va peut-être plutôt vous mettre à disposition la donnée d'une autre manière parce que c'est pas très efficace, parce que c'est voilà, c'est trop lourd comme usage. Donc c'est aussi une question d'observabilité, hein, pour reprendre un terme aussi qui existe dans l'IT, que doit proposer la plateforme pour avoir une démarche d'amélioration continue sur les usages. Hein. Donc voilà, c'est donc évidemment pas qu'un seul front-end, hein, pas qu'un seul portail, mais c'est vraiment un socle qui participe de la gouvernance et de l'animation de la stratégie data. On peut y centraliser évidemment la gestion en toute intégration avec les systèmes d'authentification de l'organisation déjà en place, mais pour donner de l'autonomie. Hein. C'est vraiment autonomiser les collaborateurs ou les équipes dans leur métier. Ça devient quelque part une forme de bras armé hein, de la stratégie data, du data office, et donc pas juste une vitrine, bien entendu, comme tu l'as dit, Florence, au début. Ouais, c'est hyper. J'aime beaucoup ton exemple de la cybersécurité, comme tu dis. En fait, c'est ce fait d'abord de voir comment les personnes se l'approprient pour ensuite créer un cadre, voilà, au bon endroit. En fait, pas être dans une notion de contrainte dès le départ, mais plutôt d'accompagner l'usage et évidemment de créer le contexte le plus sécurisé possible. Bien Mais sûr. d'abord de voir comment c'est approprié et à quel endroit. Ouais, c'est ces petites idées pépites que j'ai pu identifier dans tous nos échanges préparatoires et qui me semblent hyper intéressantes. Philippe, chez toi, chez Coface, vous êtes justement en train de travailler à implanter cette data marketplace. Est-ce que tu peux nous raconter ce que ça a pour ambition de débloquer en interne? Alors, on a aujourd'hui chez Coface mis en place toute la partie stockage et création d'interfaces de données. Et la problématique qu'on a rencontrée, c'est que pour un use case, un utilisateur connaissait une interface. Mais on avait une problématique de partage de cette interface. On pouvait se retrouver avec des use cases qui étaient très similaires, avoir plusieurs demandes et avoir plusieurs interfaces à créer. Et en fait, on perd cette notion de partage. Donc, on positionne aussi la notion de... Alors, nous, on est en interne, donc d'Internal Data Marketplace.
comme ce facilitateur qui permettra d'identifier l'ensemble des interfaces qui existent, auxquelles on a accès ou pas accès. Mais même si on n'a pas accès, on va pouvoir avoir une description de l'existence de cette interface, de son contenu, ce qui veut dire que quand on a un nouveau use case, on va gagner du temps. C'est-à-dire plutôt que de redemander, de reconstruire quelque chose, on va pouvoir réutiliser un asset qui est déjà existant. Donc on a un gain, là-dessus. Éviter, voilà, ça joue sur le ROI parce qu'on va réduire les coûts et on va réutiliser beaucoup ce qui existe déjà. Alors je l'ai abordé, mais on gère aussi la sécurité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir connaître des données qui existent sans y avoir accès. Donc, ce qui permettra, in fine, de demander l'accès. Et après, on rentre dans un processus d'accréditation standard. J'ai le droit, j'ai pas le droit. Mais en tout cas, ça simplifiera les choses. Donc, cette idée de data marketplace, c'est vraiment cette notion de dernier kilomètre. C'est-à-dire qu'on a construit nos interfaces et comment on les rend disponibles facilement par un moteur de recherche pour les réutiliser au maximum. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a pris du temps, puisque voilà, il faut construire les couches et les interfaces données pour atteindre ce niveau de... J'aime bien l'idée du e-commerce, c'est-à-dire qu'on va présenter nos produits qui sont nos interfaces data de façon à ce qu'on puisse les commander. Alors la commander, là, chez nous, c'est interne, donc on fait pas payer, mais c'est cette notion de commander, c'est obtenir des droits d'utiliser cette donnée. Et in fine, voilà, on a cette notion de marketplace qui est vraiment de la distribution maîtrisée en interne des données. On garde sous contrôle, mais on mutualise au maximum l'utilisation de la donnée. Bon, Jean-Marc, c'est décidé, on va faire un article Datalogy Open Data Soft, on va tirer le fil de la métaphore de l'e-commerce parce que là, il y a trop de choses. Le mot distribution, là encore, enfin, c'est drôle, comme il y a vraiment, on peut vraiment tirer, avoir ce parallèle entre les deux. Je trouve que ça donne un bon angle, une bonne façon de voir le sujet qui est hyper intéressante. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, Philippe, le côté Datalogy, nous, le nœud du problème qu'on voit souvent, c'est, voilà, on déploie l'outil, mais on ne structure pas le récit autour de l'usage, parce que comme le disait Jean-Marc aussi tout à l'heure, il y a aussi une problématique, un sujet d'animation. Une marketplace, ça ne se remplit pas tout seul, mais il faut l'animer, il faut le scénariser, il faut le mettre en vie. Et nous, on travaille, alors nous, on utilise les métaphores de l'univers de la data, Datalogy, avec des use cases éditoriaux. Par exemple, créer des pages thématiques avec des jeux de données groupés par usage, mettre en avant des cas d'application métiers concrets, et puis pourquoi pas aussi valoriser les contributeurs. Un super contributeur de la plateforme, pourquoi pas faire son portrait, pourquoi pas le faire parler, et tout ça, ça s'éditorialise, et c'est aussi ce qui participe à l'animation et à la richesse de ce qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur de la plateforme. Parce que comme on parle de data marketplace, et ça, moi, c'est un truc qui me chiffonne un peu à chaque fois. On parle de data product, on parle de data marketplace, mais on ne parle pas de marketing. Alors que pour moi, hein, et là, moi aussi, je tire le fil, Jean-Marc. Hein, c'est vrai, si on parle de marketplace, si on parle de produit, eh ben, il faut forcément aussi penser marketing du produit et marketing de la marketplace. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment cette facette que dont nous, on a tiré le fil en tout cas. Je vous propose qu'on passe à la dernière étape de cette masterclass, plutôt autour des sujets de culture, de posture, de gouvernance, qui sont également évidemment associés à tous ces sujets de démocratisation. Philippe, on voit bien que ce que tu décris, c'est que les outils, ça ne suffit pas. Quelles sont selon toi les postures managériales qui vont permettre à la culture data de progresser dans une organisation? Et à l'inverse, quelles sont les postures qui peuvent encore freiner cette adoption? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on va donner de la visibilité aux données. Et ça amène... donc, on crée de la transversabilité. C'est-à-dire qu'avant, on avait une expertise, un silo de données. Et on est en train de casser ça, puisqu'on j'ai parlé de réutiliser de la donnée. Donc, ça veut dire qu'on sort du silo pour avoir une réutilisation dans un autre silo. Et ça apporte des problématiques qui sont, alors on l'a dit, de définition, de documentation, etc. Mais ça change aussi la culture, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec certains métiers qui étaient dans leur silo et qui peuvent
interpréter la réutilisation de leurs données comme une perte de contrôle, une perte de pouvoir, hein, si on veut La aller donnée, assez c'est loin le pouvoir. dans la réflexion. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut gérer, qui est pas naturel, qui va pas se faire tout seul. Autant les besoins, ils arrivent parce que c'est assez naturel, et les compétences aussi. Donc, gérer cette problématique de désilotage pour gérer au mieux la réutilisation de la donnée de façon transverse, ça veut dire qu'il faut, voilà, donc d'un point de vue organisation, c'est bien. Alors nous, on est un service, le data office est transverse, c'est-à-dire il s'adresse à l'ensemble des métiers. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas avoir dans chaque silo, si chaque silo conserve le contrôle de ces données, ben, on va perdre en transversabilité parce que on va avoir tendance à garder le contrôle et à répondre uniquement à ses utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut traiter, c'est-à-dire changer la culture des utilisateurs de la donnée, amener l'idée ben, que la réutilisation, c'est quelque chose d'important, qui apporte de la valeur à l'entreprise, de façon à lever ces petits freins de certains métiers qui vont avoir tendance à garder le contrôle de leurs données. Mm, mm. Le pouvoir est dans le partage et pas dans la rétention. Enfin, c'est un peu un changement un peu de philosophie, mais qui peut se comprendre aussi, hein, qui s'accompagne et qu'on peut voir évoluer. Oui, oui, il faut, là, ça demande un peu d'énergie pour arriver à cette transformation. Et un peu de temps, comme on le disait tous les trois en amont. C'est un marathon, cette aventure. Jean-Marc, toi, en préparant cette masterclass, tu m'as partagé que ta conviction, c'était que la démocratisation de la donnée, c'était aussi une affaire RH. Et en quoi est-ce que les outils comme Open Data Soft ils peuvent aider à apporter cette culture? Et quel rôle joue ou devrait jouer le top management dans cette équation? Il y a 3 questions en une, là. Allez, le package. Waouh. Alors oui, c'est évidemment une question de ressources, hein, la ressource data, mais donc aussi de ressources humaines. Et de toute façon, enfin, tout actif, s'il n'y a pas si c'est pas géré concomitamment avec l'aspect RH, en général, on transforme assez peu l'organisation. Comme vient de dire Philippe, c'est un sujet de faire travailler des gens qui n'avaient pas l'habitude de le faire et qui, à un moment donné, n'ont pas forcément envie non plus, hein, parce que quand on change les habitudes, ça va à l'encontre du naturel et voilà. Mais c'est vrai que pour une efficacité collective meilleure, je pense qu'on est tous convaincus que si on peut utiliser cet asset, cet actif de la donnée mieux, ben, et quand je dis ensemble, c'est encore plus contre-intuitif parce qu'on est aussi de plus en plus dans des logiques de collaboration entre organisations, hein, privé-privé, public-privé, etc. Parce que bah, on l'a vu dans des périodes de crise comme le Covid, hein, c'est en partageant toute la connaissance qu'on pouvait avoir, indépendamment de qui on était, qu'on essayait de trouver rapidement des solutions. Donc voilà, dans une logique d'efficacité, d'intelligence collective, en général, ouais, mais c'est assez contre-intuitif. Donc, ça devient un sujet RH au sens accompagnement des compétences, des processus humains cette fois-ci, hein, et pas techniques, même s'ils sont extrêmement liés. Et la plateforme, si on parle de l'outil technique, en tout cas ce que nous on développe, il ne faut pas le voir comme simplement un outil technique. C'est de la technologie, mais c'est avant tout un outil qui doit permettre d'embarquer, on va dire ça comme ça, un maximum de personnes par de l'apprentissage. Encore une fois, on n'est pas tous dès le départ cinquième, mais même ceux qui sont devenus cinquième dan en data analyse, et c'est pas forcément l'objectif. En revanche, on doit tous avoir un certain niveau d'autonomie, ne serait-ce que pour prendre des décisions éclairées à chaque instant, quand c'est nécessaire, dans la compréhension de la donnée. Et donc, une plateforme vraiment la plus inclusive au sens collaboratif du terme, qui va à la fois servir, bien entendu, les attentes les plus expertes. Je suis un expert en data, je dois pouvoir trouver justement très rapidement la ressource dont j'ai besoin, la télécharger et la traiter dans mes meilleurs outils par ailleurs. Mais je peux aussi avoir envie de monter en compétences, donc trouver des tutoriels, alors soit qui ont été embarqués de l'extérieur et mis sur la plateforme, soit fabriqués parce que sur une ligne métier particulière, on va pouvoir créer des espaces de communauté, même d'entraide, hein, pour mettre le pied à l'étrier et petit à petit monter en compétences. Il y a aussi une des raisons, parce que là on parle beaucoup de l'usage, mais enfin pendant qu'on se parle, la donnée a continué à se créer. Et des opportunités de nouveaux gisements de données, y compris venant de sources qui n'existent pas encore, hein, venant de nouvelles activités de l'entreprise, je sais pas, de nouveaux objets connectés, c'était aussi des métiers qui vont avoir l'opportunité de pouvoir mettre à disposition cet asset data auprès de leur propre organisation.
et qui vont pouvoir, mais qui vont devoir. Parce qu'en revanche, des entreprises relativement avancées dans leur culture donnée, maintenant, c'est plus une option. C'est de dire, maintenant, par défaut, la donnée doit pouvoir être partagée. Alors, c'est pas toujours aussi simple que ça. Donc, toute cette évolution de la culture des organisations, alors plus ou moins avancée aujourd'hui, plus des métiers qui changent, plus aussi des générations qui arrivent et qui ont une habitude du self-service et des choses disponibles à la demande, ça crée une exigence de ressources humaines, en tout cas d'appréhender cette question-là. C'est pas le numérique au sens, tiens, digitalisons nos usages, ça c'est un sujet, mais là on est vraiment sur comment je vis cette matière-là nouvelle différemment. Et donc, nouvelles compétences, nouvelles façons de travailler, peut-être une nouvelle façon de gérer aussi les carrières et les compétences. Ça, je ne suis pas spécialiste de cet aspect-là, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a une partie de ta question, parce que c'est beaucoup de choses dans ta question, c'était aussi sur le rôle du top management et de la direction. Ça, je dirais qu'à partir du moment où on cherche à impulser, ou en tout cas on est convaincu que c'est un enjeu stratégique et une transformation, la question d'exemplarité, évidemment, alors par la direction, par le management, est clé. Enfin, moi, j'aime bien, il y a un dicton que j'entends souvent, qui n'est pas de moi du tout, mais on dit souvent qu'on balaye un escalier par le haut. Et voilà, c'est, à mon avis, c'est toujours pareil, quoi. C'est qu'il n'y a pas d'exemplarité et de changement dans les pratiques, dans les endroits les plus visibles. Et donc la direction, c'est pas forcément parce que c'est top-down, mais parce que c'est ce qu'il y a de plus visible de tous. Effectivement, ça ne veut pas dire que ça empêche, mais c'est un sacré frein. Alors qu'en revanche, à l'inverse, quand l'impulsion est forte dans les endroits les plus visibles, évidemment, ça aide beaucoup de choses. Clairement. Ça facilite, exactement. Et donc, tout ça pour dire que quand il y a un alignement nécessaire avec les priorités de l'entreprise, comme ça a été dit par Philippe à la COFAS, c'est évidemment clé dans la réussite du projet. Quand il n'y a plus de sujet, en fait. Ça fait partie de la culture. Mais comme vous le dites, oui. la culture data, ça ne se décrète pas, ça se construit et puis surtout, ça se porte. Et sûrement les premiers qui portent cette culture data, c'est les Chief Data Officers, mais c'est aussi toutes les équipes data, les fameuses 30 personnes de chez Philippe, qui sont en interaction avec les métiers au quotidien et qui en sont quelque part un petit peu aussi les ambassadeurs de toute cette philosophie. Sauf que, ce qu'on s'est rendu compte chez Datalogy, c'est que ce n'est pas toujours si simple à mettre en place parce qu'on est souvent sur des profils d'experts, sur des profils tech, sur des profils totalement passionnés, au taquet sur le comment. Justement, souvent sur cette interface technique qui les passionne et qui leur donne aussi leur sens pour eux. Et le fait d'être un ambassadeur, de se mettre dans les bottes, d'avoir une approche un peu marketing de ce qu'on est en train de produire pour s'assurer que le produit soit bien adopté, c'est pas forcément très intuitif pour ce type de population. Et j'en veux pour exemple un atelier qu'on a et qui fonctionne. Je crois que c'est notre best-seller chez Datalogy. C'est un atelier storytelling appliqué à la data, spécial que pour les experts de la data. Donc, on l'a fait dans plein d'organisations, mais que pour les data analysts, data scientists, etc., à qui on fait découvrir que quand ils vont présenter un dashboard, par exemple, au métier, comment est-ce qu'on peut réussir à le présenter pour donner envie en face à ce que l'adoption ait véritablement lieu? Comment est-ce qu'on arrive à présenter les choses du prisme de la personne à laquelle on va angler son message en fonction de l'audience qu'on va avoir en face? Et tout ça, c'est des soft skills, on va dire, qui ne font pas partie en général des formations, clairement, qui sont faites pour ces profils. Et du fait, c'est vrai que c'est des ateliers qui peuvent être des vrais déclencheurs. D'ailleurs, on a même un bootcamp spécial pour les Chief Data Officers autour de ces sujets de storytelling et de lobbying. Parce que, comme vous le disiez aussi, il y a vraiment ce côté transverse. Et réussir à susciter l'adhésion des directeurs opérationnels au sein d'un CODIR, etc. Il y a quand même une histoire de carte des influenceurs, etc. à réussir à mettre en place pour que tout ça s'active et commence à vivre. Et voilà, ça fait partie des soft skills que nous, on essaye de partager chez Datalogy. Ça, c'était le petit exemple de cet atelier de storytelling. Je vous propose qu'on commence tout doucement à clôturer, mais messieurs, dames, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, le chat est là pour vous. Si vous avez des questions pour nos invités. En attendant, moi, j'ai encore une question pour chacun de vous deux. On commence par Jean-Marc. Dis-moi, c'est quoi l'idée reçue que tu entends encore trop souvent sur la donnée, sur son usage, sur sa démocratisation, et que tu voudrais bien démonter une fois pour toutes? C'est le lieu, la scène est à toi, Jean-Marc. Ok.
Ce qu'on entend souvent, et j'ai envie de dire, même avant qu'on parle de marketplace, etc., et on l'entend, c'est si j'ouvre la donnée ou si je la partage, en tout cas si je la libère, tel qu'on l'a dit depuis tout à l'heure, ça va être, je suis pas prêt, ça va être le chaos, on va perdre le contrôle, ça va générer des usages inappropriés, etc. Alors évidemment, si tu fait n'importe comment, je vais pas aller à l'encontre de cette idée reçue. Mais ce qu'on observe déjà, c'est qu'en général, quand on est engagé dans une démarche de structuration du partage ou de l'ouverture de la donnée en interne ou en externe, ça veut dire quand même qu'on fait pas, voilà, on sait à peu près ce qu'on cible, et c'est finalement l'inverse qui se produit. Hein, l'ouverture encadrée avec tous les bons principes qu'on a pu évoquer tout à l'heure, avec de la traçabilité, du monitoring de ce qui se passe et une transparence aussi sur la lisibilité de tout le process de données, d'où elle vient et comment elle est utilisée par qui, avec des logiques de feedback. En fait, ça génère plutôt de la confiance. C'est à l'inverse du chaos, ça crée des liens. Voilà, il ne faut pas imaginer que d'un seul coup, tout va se passer, tout le monde va. En revanche, des personnes qui avant vivaient vraiment un cauchemar au quotidien pour accéder à l'information, il ne faut pas croire que la donnée, avant les principes qu'on est en train de partager, ne circule pas. Hein, elle circule sous le manteau. Les trucs, ça passe par email, ça s'envoie par du shadow IT ici ou là. Voilà, la donnée, elle circule déjà, mais de manière totalement opaque. Donc, au contraire, ça crée un espace de confiance où oui, tout n'est pas parfait, mais voilà, n'importe quel système informatique, rien n'est parfait, il n'y a pas de perfection. En revanche, on peut le travailler et ça crée des connexions justement entre les populations, des profils techniques que tu évoquais à l'instant, Florence, et puis des métiers moins techniques, puisque les uns et les autres vont pouvoir s'interpeller, dire tiens, votre donnée elle est super, mais bon, je ne sais pas comment faire, ou alors attendez, elle est pas de qualité suffisante pour moi pour que je puisse faire ceci ou cela. Et donc, on est dans une boucle d'amélioration continue. En tout cas, c'est ça qu'on a observé. Hein. Ce n'est pas simplement des grands principes de bonnes intentions que j'évoque. Ça fait 13 ans qu'on opère des portails de données. Retours du terrain. Et là, j'ai des centaines d'exemples où, au contraire, ça a des effets vertueux et c'est une approche organisée, à l'inverse justement de l'approche où ça serait la jungle et où, au sens chacun irait à coups de machette ou sous le manteau. Hein. C'est pas du tout ça. C'est exactement l'inverse. Que l'on propose et qui fonctionne avec une démarche au long cours. Comme tu dis, on est plutôt dans le marathon, mais puisqu'on est sur un projet de transformation, c'est normal, hein, même si on peut tirer très rapidement des bénéfices naturellement. Super, je trouvais ça super intéressant ce que tu dis. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, c'était une évidence, mais c'est vrai que moi, ça m'a permis de voir un petit peu les choses sous un autre angle. Le fait que la donnée, déjà avant, elle était déjà partagée, mais plutôt sous le manteau, comme tu dis. Et finalement, créer une plateforme qui rend accessible, finalement, ça structure ce qui se faisait de manière peut-être justement un peu chaotique, non? Ouais, si je peux ajouter un point, oui, c'est ça. Oui. Et alors, il y a quelque chose qui est souvent qu'on observe, c'est la fierté des gens qui se mettent qui ont en responsabilité une partie de la donnée et qui la mettent à disposition. Alors, la fierté peut-être d'avoir réussi à le faire techniquement. Un produit. Voilà, c'est un produit et tiens, je ne sais même pas ce qu'est une API, mais je sais que mes données, je les ai poussées et automatiquement, la plateforme les a transformées en API. On a l'impression, et c'est vrai, d'avoir fait quelque chose de techniquement très chouette, mais c'est surtout de donner à voir son métier. Je veux dire, en fait, je suis pas une direction industrielle, les gens ne savent pas exactement ce que je fais. Si j'ai des données à partager, quelque part, avec toute l'éditorialisation, l'explication dont tu as parlé, Florence, je donne à voir mon métier. Et on revient à cet aspect RH de culture de l'entreprise, avec une fierté des différents métiers à travers la donnée et la façon de la rendre exploitable par d'autres. Voilà, ça crée une forme de cohésion et de culture d'entreprise extrêmement puissante à travers quelque chose d'un peu invisible qui est la donnée, mais qu'on rend extrêmement tangible. Il y a une mise en visibilité, comme tu dis, des métiers, mais aussi une mise en visibilité des personnes qui font. Bien sûr, oui. Quand je dis des métiers, c'était évidemment je parlais de ces métiers, des personnes, naturellement. Top. Allez, toi aussi, Philippe, dernière petite question. Si tu pouvais réinitialiser la stratégie data de Coface, fais-nous gagner du temps. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Ou tu ferais tout pareil? Non. Alors, je ferais pas. Forcément, l'expérience qu'on a eue fait qu'on changerait un peu le cours des choses. Je pense que l'idée de transformation, il y a deux idées. Il y a une idée de culture data, de transformation, et il y a une idée technique. Et je pense qu'on a commencé par l'aspect technique, et après, on a mis l'aspect data culture. Et si c'était à refaire, peut-être que j'inverserais les choses. C'est-à-dire, je ferais plutôt de la communication pour faire comprendre où on veut en arriver, ce qu'on veut mettre en place. Et finalement, le pilier technique, il va plus vite, en fait. Et en faisant ça, on va réduire un peu le temps de mise en œuvre de tout ça. Nous, on a commencé.
Exactement. On a commencé il y a 3-4 ans, hein, ces notions de marketplace, alors qu'on n'appelait pas marketplace à l'époque, mais cette idée qui a mûri au fil du temps, on l'a commencé il y a 3-4 ans et on l'a attaqué très vite par le dossier technique, la création des interfaces. Ce qui est primordial, c'est fondamental, il faut cette couche-là. Mais après, on s'est retrouvé à un moment où on avait nos produits, mais on ne savait pas quoi en faire. Et on a commencé à faire du lobbying et à amener l'idée de marketplace de façon à la vulgariser et à la rendre disponible dans toute la société. Et voilà. Et finalement, s'il y a un enseignement, c'est ça, alors, je dis traiter avant, peut-être traiter en parallèle, En hein, parce parallèle, ouais. que, le côté technique, alors tout dépend de la maturité qu'on a, d'où on part, mais il y a quand même un enjeu sur la création des interfaces data. Il faut qu'elles soient disponibles pour pouvoir alimenter la marketplace. Donc il y a quand même un ordre des choses. Mais c'est vrai que changer la culture, et c'est ce dont on a parlé là, hein, c'est-à-dire n'ayez pas peur. Et il y aura un gain, hein. Le ROI est assez complexe à mettre en avant sur ce genre de projet, parce qu'il y a un coût de mise en œuvre. Mais expliquer qu'il y aura un gain à réutiliser la donnée et la valeur que ça va apporter côté métier, c'est assez compliqué parce qu'on n'est pas dans un schéma classique où on dit j'ai un besoin, je fais une implémentation. On inverse un peu les choses. C'est-à-dire qu'on dit je vais vous mettre plein de choses à disposition et vous allez voir, vous allez créer de la valeur. Ce qui rend le message pour obtenir des budgets, pour investir, pour pouvoir mettre en œuvre notre marketplace, ça rend les choses un peu complexes. Et comme ça rend le message un petit peu complexe, eh ben, il faut préparer le terrain, comme tu dis. Moi, je reboucle la boucle. Parce que souvent, j'ai vu beaucoup de Chief Data Officer attendre que tout soit fini, que tout soit parfait, pour éviter. Parce que la peur, c'est de se dire il va y avoir de la déception. Si je commence à communiquer, il y a un côté, on attend l'effet waouh. Alors qu'on sait très bien qu'en fait, on va être sur des itérations, que ça va pas être bien du premier coup, qu'il va falloir le temps que les gens s'approprient, etc. Et qu'il va falloir accepter que ça prenne du temps. Et donc, la communication en parallèle depuis le début du projet, moi, c'est vraiment ce qu'on recommande aussi chez Datalogy, c'est que ça soit pas attendre la fin de l'histoire et que le produit soit joli et visible, plutôt communiquer au fil de l'eau avec humilité, avec pragmatisme, avec sincérité sur les complexités, etc. Mais ce qui plante aussi toutes ces petites graines qui préparent le terrain et qui font qu'ensuite, quand on a le produit, on a plus de chances que les personnes comprennent que maintenant, ça va être à elles de jouer. Et et qu'on ne s'arrête pas là. Ça n'est que le début de l'histoire, en fait. Super. Oui, Écoutez, merci. Ouais. Merci beaucoup. Je vois une question dans le chat qui est intéressante de Valentina. Comment est-ce qu'on peut faire adopter au métier le data marketplace, data catalogue? Est-ce que vous conseillez une organisation par direction métier avant de déployer un outil? Est-ce que vous créez des mini data office dans chaque métier pour qu'ils gèrent leurs données dans le data catalogue? Qu'est-ce que vous auriez comme petits tips à proposer autour de ça? Peut-être Jean-Marc, qu'est-ce que tu as vu toi chez tes clients? Alors, je ne connais pas l'activité de l'organisation de Valentina. C'est vrai que c'est très variable pour le coup. Alors, pardon pour cette réponse un peu entre deux, selon le métier. Si on est une entreprise dont finalement le fonds de commerce, c'est d'utiliser de la donnée, enfin, quelque part, COFA, c'est un peu dans cette. Voilà, c'est votre outil de production, c'est de la donnée, c'est votre matière et c'est votre usine. Alors que d'autres entreprises utilisent de la donnée comme produit dérivé. Ce qu'on constate, alors par rapport au début de la question, c'est que là où ça marche, c'est justement quand on ne séquence pas d'abord mettre en place une organisation, puis un outil. C'est-à-dire qu'après, les outils, c'est très variable, mais c'est quand on utilise l'outil aussi pour rendre visibles les changements de l'organisation. Hein, et pas besoin un peu comme l'a dit peut-être Philippe dans sa conclusion, qu'est-ce qu'il aurait fait différemment? Il aurait travaillé l'acculturation, un certain nombre de choses, mais en même temps, il aurait sans doute eu un début d'outillage pour rendre ça tangible et visible, notamment des décideurs qui disent ok, tout ça c'est sympa, mais c'est conceptuel la donnée. Si on ne fait que employer le mot donnée, personne ne sait de quoi on parle. À un moment donné, il faut rendre tangible et un peu comme tu le disais, Florence, pas besoin d'attendre que tout soit parfait. Finalement, souvent, rien que de matérialiser la donnée dans sa description, dans sa visualisation auprès de gens qui finalement ne la voient jamais au quotidien et leur dire au fait, c'est ça dont on parle.
Et c'est ça qu'on va améliorer ensemble et en cherchant peut-être par direction des endroits d'adoption. Alors après, en fonction des boîtes, des fois, on va se dire, tiens, je vais résoudre les problèmes les plus compliqués et ça va générer du ROI rapidement parce qu'on va, je sais pas quoi, diviser par 3 un processus de traitement parce qu'on a amélioré le partage de données. Enfin, j'imagine que ces cas existent, mais il faut les trouver et avoir les métiers qui sont. Ou à l'inverse, il y a déjà beaucoup de données, comme je le disais, qui est partagée. Donc peut-être aller chercher des endroits, des métiers ou des directions où on est plus enclin à partager de l'information. Moi, j'ai un exemple dans une grande banque française. Eux, ils avaient commencé justement côté RH pour partager c'est une très grosse structure, les offres d'emploi. Et finalement, qui avant étaient un petit peu éparpillées par direction, par métier, qui ensuite partaient sur les job boards grand public. Et ils se sont dit, bah tiens, on va rationaliser la publication de toutes nos offres d'emploi pour l'interne, pour l'externe. Et ils ont eu un ROI immédiat parce qu'en fait, ils ont divisé par X le temps de diffusion, les moyens mis en œuvre. Ils ont amélioré la diffusion des offres d'emploi sur le marché grand public. Donc voilà, c'est un exemple là un peu anecdotique, mais il faut trouver aussi le cas d'usage qui va être un petit peu aussi emblématique, peut-être pour démarrer dans son organisation. Point de départ, quoi. Trouver le point de départ. Et créer des ambassadeurs de ce fait-là. Ouais. Tout à fait. C'est intéressant parce que, comme tu dis, ça dépend des organisations. Soit on part par le plus stratégique, soit au contraire, le pain point, mais qui n'était pas trop dans le radar. Et ça peut être un moyen de mettre le pied à l'étrier sans sans qu'il y ait trop de risques non plus. Enfin voilà, il y a un savant dosage dans la recherche des premiers cas d'usage. Eh bien, écoutez, messieurs, on arrive tout doucement à la fin. Si vous avez encore une dernière question, c'est le moment. N'hésitez pas dans le chat. Et puis, pour terminer, je me disais, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que des données, il y en a de plus en plus, ça regorge, les entreprises, elles en regorgent. Finalement, ce qui est un peu devenu rare, c'est un peu le temps d'attention des collaborateurs. Hein. Et c'est rigolo parce que ça aussi, on le retrouve avec le marketing, avec l'e-commerce, etc. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va réussir à démocratiser cette donnée, mais en même temps, en réussissant à susciter, à avoir de l'impact auprès des collaborateurs. Et donc, tout ça, ça peut passer par créer des points de contact. Ça aussi, c'est du marketing. Oh, c'est dingue, c'est que le vocabulaire du marketing, en fait. Créer des points de contact qui soient intelligents, qui soient désirables, qui soient utiles. Et c'est clair qu'une data marketplace, ça peut être bien pensé, ça peut tout à fait être le bon point de contact et surtout unique, enfin vraiment ce point de contact de référence vers lequel on va pouvoir se tourner. Et finalement, pour tout ça, et je pense que c'est un petit peu la synthèse de tout ce qu'on vient de se dire, il y a besoin autant de tech que de design, il y a besoin autant de gouvernance que de narration. Et puis finalement, on peut être rassuré, Jean-Marc, je pense qu'il y a aussi bien besoin d'une équipe Open Data Soft que des talents de la Dream Team Datalogy. Je ne sais pas ce que tu en dis, mais… Sans aucun doute, mais enfin, tu as cité 2 exemples récents où on a travaillé de concert et en tout cas, on a vu des clients, certes contents, mais qui avaient réellement initié des démarches structurantes, hein, que ce soit CNSA ou Bordeaux Métropole et d'autres à venir. Ouais, des mathématiques, du français, des éléments de langage, des algorithmes, enfin les deux facettes, les deux hémisphères sont nécessaires pour réussir à susciter l'engagement en face. Qu'est-ce que tu en dis, Philippe? On s'arrête sur ces bons mots? Oui, absolument. Ça résume bien les choses. Il faut un peu de tout et tout gérer en même temps. Et c'est quelque chose de multifacette. Et il faut pas oublier une facette, sinon ça se passe beaucoup moins bien. Eh bien, écoutez, n'oublions aucune facette. Alors, je vous propose d'arrêter sur cette bonne phrase. Merci à tous pour votre participation. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. On espère que ça vous a servi, que ça a été enrichissant, peut-être un petit peu inspirant. Et puis, restons connectés de près en tous les cas. À bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci Florence et Philippe. Au revoir. Bonne journée à tous. Bye bye.